Bien, merci, bonjour à tous. Donc, je suis Carole Garbowski. Je vais démarrer ce rendez-vous. Alors, pour démarrer, je vais vous rappeler un petit peu le contexte. Le contexte d'un point de vue réglementaire, ou AGEC et européen. Alors, aujourd'hui, est-ce que au niveau de la présentation, déjà, tout défile correctement? Parce qu'on a eu des petits soucis par le passé. Donc, est-ce que quelqu'un peut me rassurer? Oui, c'est bon, Nadège? Tout défile? Parfait, merci. Super, ben voilà. Merci. Alors, au niveau du contexte, aujourd'hui, en France, s'applique la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et depuis le 1er janvier 2023, les metteurs sur le marché qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui mettent sur le marché français au moins 25 000 unités produits doivent communiquer auprès du consommateur au travers d'une fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales. Cette fiche est dématérialisée. Et dans cette fiche, le metteur sur le marché doit donner certaines informations concernant son produit. Ça peut être, par exemple, l'incorporation de matières recyclées, la recyclabilité du produit, la traçabilité géographique de certaines étapes de production. Et parmi ces points, il y a le point substance dangereuse. Donc aujourd'hui, si vous êtes concerné depuis le 1er janvier 2023, faites partie du palier d'entreprise qui est concerné, vous devez indiquer la présence de substances dangereuses en cohérence avec le droit de l'Union européenne. Il faut savoir que cette communication, cette information, elle doit être faite en cohérence avec le droit donc, de l'Union européenne et mise à jour régulièrement. C'est-à-dire que la mise à jour doit être faite au plus tard 6 mois après l'identification de la substance en tant que substance dangereuse. Donc déjà, ça veut dire que votre fiche, il faudra surveiller, la mettre à jour régulièrement en fonction des évolutions réglementaires. Petite précision, dans la FAQ qui a été publiée sur le site du ministère de la Transition écologique, donc la FAQ, c'est un document question-réponse qui a été publié suite à la publication du décret pour lequel on avait quelques interrogations concernant cette fiche produit. Donc la dernière version de la FAQ, qui est disponible sur le site internet du ministère de la Transition écologique, précise que une période de tolérance dans les contrôles sera appliquée jusqu'au 1er avril 2023, s'agissant des contrôles sur l'obligation d'information sur les substances dangereuses. Donc, vous avez une petite période de tolérance, si vous n'êtes pas encore à jour, pour mettre à jour vos fiches produits. Alors, qu'est-ce qu'on entend par substances dangereuses? C'est quoi ces substances dangereuses? Elles sont définies dans un décret que j'ai mentionné, décret 2021-1285 du 1er octobre 2021. En gros, ces substances dangereuses qui doivent figurer sur votre fiche produit, c'est d'une part les substances extrêmement préoccupantes au sens de REACH, de règlement REACH. Donc, si votre produit en contient, vous devez les nommer et mentionner contient une substance extrêmement préoccupante. Ces substances dangereuses, ça peut également être une substance identifiée dangereuse par l'ANSES en France. Donc, l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Donc, l'ANSES en France peut se permettre de rajouter une liste de substances dangereuses sur le territoire français. Et donc, si tel est le cas, vous devez indiquer cette substance et mentionner contient une substance dangereuse selon l'avis de l'ANSES. Donc ça, c'est au niveau français. Si on regarde maintenant un petit peu ce qui se passe au niveau européen, au niveau européen, comme vous le savez, l'Europe a s'y fixé comme objectif d'avoir un continent européen neutre en carbone d'ici 2050. Et pour cela, en fait, il y a plein de décisions, de règlements qui vont être finalisés, des directives qui vont être amendées ou révisées, des textes de loi qui vont s'appliquer sur le territoire européen progressivement. Et plus particulièrement, la stratégie de l'Union européenne pour les textiles, c'est de faire en sorte que les textiles qui sont mis sur le territoire européen soient plus durables, la filière soit durable et circulaire. L'Europe s'est fixée comme horizon d'ici 2030. D'ici 2030, les produits textiles mis sur le marché européen sont recyclables et durent plus longtemps, composés autant que possible de fibres recyclées, exempts de substances dangereuses
produits dans le respect des droits sociaux et de l'environnement. Donc, on voit bien qu'à nouveau, les substances dangereuses sont dans cette stratégie de l'Union européenne et l'impact sur l'environnement fait partie de cette stratégie. Alors, comment l'Union européenne, concrètement, peut-elle éliminer, voire substituer ces fameuses substances chimiques dangereuses? Actuellement, l'Europe a 2 outils. L'outil REACH, qui est un règlement que vous connaissez, dont l'objectif est de limiter la présence de substances dangereuses dans les produits. Et mon collègue Denis vous fera aujourd'hui un petit focus sur les mises à jour de REACH. Deuxième outil, un deuxième et nouvel outil, le bref textile. Donc pareil, Denis va vous parler de ce bref textile, ce nouveau document, guide européen, qui lui vise à réduire les émissions des substances dangereuses dans l'air et dans l'eau lorsqu'elles sont émises lors de la production des textiles. Voilà donc pour le contexte européen. Denis, je te laisse la parole. Merci. Et bonjour, merci à tous. Bonjour à tous, pardon. Donc je vais vous parler d'abord de REACH. Alors, comment je fais défiler, voilà. Donc en ce qui concerne REACH, je vais surtout parler des 2 restrictions en cours de l'annexe 17 et la mise à jour de la liste candidate. Pardon. Voilà, donc la première restriction en cours qu'on attend depuis longtemps, ça concerne les perfluorés, les substances perfluorées, qu'on appelle les PFAS. Donc on devrait connaître le contenu de cette nouvelle restriction le 7 février, c'est-à-dire mardi prochain. Ça doit être publié sur le site de l'ECHA, donc l'Agence européenne de la chimie, et sans doute sur le site de l'INERIS, etc. Donc nous, on fera peut-être une communication là-dessus aussi. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau vraiment par rapport à ce que j'avais déjà expliqué au dernier webinaire sur REACH. On attend donc avec impatience le contenu, savoir si notamment les C6 utilisés dans le textile seront restreints ou pas. Ce qui est de nouveau hein, par rapport à la dernière fois, c'est ce qui a été dit lors d'un groupe de travail, d'une réunion du ministère du Travail, de la transition écologique le 15 décembre, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'interdire complètement les perfluorés, sauf utilisation essentielle pour la société. Bon, les apprêts anti-taches, hydrophobes ne seront pas considérés comme usage essentiel, hein, même s'il y a encore une discussion sur ce que ça veut dire l'usage essentiel pour la société. Donc voilà, on est dans l'attente du contenu, sachant qu'après, il y aura une étape d'évaluation par le comité scientifique de l'ECHA, une étape de consultation, etc. Donc, la mise en application ne se fera pas avant peut-être la fin de l'automne prochain ou la fin de l'année. Voilà. Il est prévu aussi, si ce qui nous a été dit lors de la réunion du ministère, c'est qu'il y aura des contrôles dans les effluents à queue pour savoir s'il y a des résidus de ces perfluorés. Sachant que dans le bref, dont je vais parler juste après, il y a déjà un critère sur les organo-halogénés, donc qui inclut les PFAS, mais pas seulement. Voilà, donc pour l'instant, on ne sait pas plus que ça. Alors, sensibilisant cutané, ça c'est la deuxième restriction de REACH qui concerne le textile habillement. Donc j'en ai déjà parlé également, donc il y a une liste qui n'est pas encore finalisée. Bon, on a une pré-liste qui a été publiée, que je vais montrer juste après. Là, je voulais juste dire que ça ne concerne que les textiles au contact peau, y compris le chaussant, par exemple. Il y a des produits qui seront complètement interdits, d'autres qui seront limités fortement. Voilà le tableau qui a déjà été diffusé, mais qui n'est pas définitif. Alors en fait, ce qu'il va y avoir vraiment de nouveau, hein, essentiellement, puisque la plupart de ces substances ici sont déjà restreintes par ailleurs, mais ce qu'il y a de vraiment de nouveau, ça va être les colorants dispersés, hein, qui sont connus pour être allergènes. Hein, c'est ça que veut dire sensibilisant cutané, hein, pour faire simple. Donc les colorants allergènes du label Ecotex standard 100, les 24 colorants dispersés feront partie de la liste, mais il y en aura quelques autres qui sont listés là. Il y en a 4 autres, a priori, qui sont pressentis, hein, dont les 2 premiers sont beaucoup utilisés, paraît-il, pour la teinture du polyester ou l'impression par sublimation.
Donc là, il y a un groupe de travail d'Euratex, de la Fédération européenne, qui essaye de faire du lobbying pour essayer d'éviter les deux premiers, là, le bleu 291 et le violet 93, de façon à ce que qu'il n'y ait pas trop de contraintes pour les entreprises. Donc là, encore à suivre, on attend pour la suite. La mise, pardon, ça défile un peu trop vite là. La liste candidate, donc elle a été mise à jour récemment. Il y a 9 substances qui ont été ajoutées. On est passé à 233 substances. Il y a quelques substances qui peuvent éventuellement concerner le textile que j'ai surligné là en vert. Il y a un ignifugeant par exemple, mais qui n'est pas très utilisé a priori dans le textile. Donc ça devrait concerner éventuellement quelques textiles techniques, hein, des textiles enduits par exemple. Voilà, il n'y a pas grand-chose de nouveau au niveau de la liste candidate. Juste à noter qu'il y a un PFAS justement qui a été listé en C7, alors qu'il n'est pas utilisé pour l'instant dans l'industrie a priori, mais c'est vraiment, ça reflète vraiment la volonté de les éliminer tous à terme. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour REACH, hein. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire pour l'instant. On est toujours dans l'attente du contenu de ces deux restrictions qui concernent directement notre secteur. Donc là, maintenant, je vais vous parler du BREF textile. Donc le BREF, c'est un acronyme. BREF, ça veut dire Best Available Technique Référence Document. Il y en a un dans chaque secteur industriel, hein, en fait. Et celui du textile qui était rudimentaire jusqu'à présent, il a été mis à jour donc récemment, depuis 2017. Et il s'inscrit alors dans le cadre de... Pardon. Il s'inscrit dans le cadre de la directive 2010-75/UE là, sur les émissions industrielles. Donc ce document, c'est un document de référence, un document technique, hein, dans lequel on va trouver des valeurs limites d'émissions dans l'eau et dans l'air, des technologies à utiliser pour la production et pour le traitement des effluents qui vont être fortement recommandés. Je vais revenir un petit peu plus dans le détail juste après. Donc, c'est juste pour vous expliquer. Donc, c'est un travail qui a duré plus de 5 ans, hein. Ça a commencé en 2017. Et donc, le document technique, qui est en fait une sorte d'annexe technique de la directive, a été publié. Donc, il est définitif, hein, et il est téléchargeable sur le lien que vous voyez ici en bas. On attend par la suite un décret français qui mettra en application la directive, donc conformément au document bref. J'espère que c'est clair. Donc le document original là, que vous pouvez télécharger, il fait presque 1000 pages, hein, mais il y a une version en français résumée qui ne fait que 50 pages qu'on peut vous fournir éventuellement, mais qui est également qu'on peut trouver aussi sur le journal officiel de l'Union européenne. Alors, donc, juste pour revenir sur la démarche de ce bref, voilà. Ça a commencé en 2017 par la collecte de données sur les émissions dans les effluents et sur les consommations des ressources notamment. Et donc, tous les pays européens de l'Union ont joué le jeu. Donc, en France, vous avez la liste des 7 entreprises qui ont participé, les entreprises pilotes qui avaient été sollicitées par le ministère de la transition écologique pour faire partie de la collecte des données. Donc, toutes ces entreprises-là ont fourni, ont rempli un questionnaire, donc on les a aidés à le faire, avec beaucoup de détails sur leur consommation énergétique, par exemple, sur leurs effluents, etc. Voilà, donc juste pour, voilà, ça c'est juste la répartition au niveau européen pour vous montrer que la participation française, bon, bah, elle était que de 7 entreprises, mais il y en a beaucoup plus dans certains pays comme le Portugal, l'Allemagne, l'Italie notamment. Alors, bon, j'ai peut-être oublié de dire quelque chose. Oui, je voulais dire que ça ne s'applique, non, bon, ça doit être un petit peu plus loin, ça ne s'applique pas à toutes les entreprises. Hein, ça s'applique aux entreprises uniquement ayant une capacité de traitement de plus de 10 tonnes jour. Hein, et les activités concernées, c'est essentiellement l'ennoblissement, y compris l'induction et le contre-collage, mais aussi le traitement des fibres, le blanchiment, donc les pré-traitements,
la filature et la fabrication d'étoffes, donc ça veut dire à peu près presque tout, hein, à part la confection. Voilà, donc là, vous avez les valeurs limites dans les rejets à queue. Donc, pour des rejets directs ou indirects, ça veut dire selon que l'entreprise a une station d'épuration ou pas. Donc, direct, c'est en aval de la station d'épuration de l'entreprise. Et le cahier des charges pour les rejets indirects, c'est à la sortie de l'usine, en amont de la station municipale, par exemple. Hein, donc, dans le deuxième cas, c'est un peu moins sévère, un peu moins strict que dans le premier. Mais bon, voilà, il y a des nouveaux critères, hein, par rapport à ce qu'on demande actuellement en France, hein, par exemple sur les produits perfluorés, organochlorés, justement, organohalogénés, par exemple. Hein, il y a aussi la colorimétrie, des choses comme ça, les AOX, des choses qui ne sont pas forcément actuellement contrôlées. Donc ça va s'appliquer quand le décret français sera publié, hein, ce qui n'est pas encore le cas. Pour l'instant, on est vraiment que la fameuse directive dont j'ai parlé, qui encadre le BREF, elle va être amendée également, hein, puisque depuis que le BREF existe, ça a des impacts sur la directive elle-même. Donc, elle va être amendée, j'y reviendrai juste après. Là, vous avez les valeurs limites dans les rejets aériens également. Donc là, ça dépend de l'activité, hein, bien sûr, à chaque fois. Selon que c'est de l'induction, de la teinture, des apprêts, vous voyez, à chaque fois, on a, ou de l'impression, on n'a pas forcément exactement les mêmes valeurs limites. Donc, il y a les COV, le formaldéhyde, les poussières, l'ammoniac. Voilà, ça, c'est pour les rejets dans l'air. Voilà, donc en plus des valeurs limites qui vont être imposées, il y a des procédures, hein, évidemment, pour mesurer ces valeurs en question. Il y a des méthodes d'analyse, des normes éventuellement à appliquer, la fréquence des mesures, les techniques d'échantillonnage, tout ça est défini aussi dans le document bref. Hein. Voilà, j'ai listé tout ce qui va être demandé. Il y a des nouveaux paramètres, je vous disais. En ce qui concerne la consommation des ressources, donc il est demandé donc de faire un suivi de la consommation de l'eau, de l'électricité, de toutes les énergies, hein, le fuel, etc. Alors, en principe, c'est dans le bref, mais dans le décret français, ça ne devrait pas être repris, cette partie-là, d'après ce qu'on nous a dit. Donc, bon, tant mieux. Ce qui est demandé également, c'est d'avoir des systèmes de management. Alors, pardon. Voilà. J'ai pas il y a quelque chose qui a été zappé. Bon, peu importe. Il y a des systèmes de management qui vont être demandés. Dans lesquels il faudra avoir une politique environnementale, par exemple, hein, ou une politique de gestion des produits chimiques, des structures de responsabilité dans l'entreprise, des objectifs avec des indicateurs et la mise en place de procédures d'amélioration continue. Donc tout ça étant basé sur le schéma habituel de l'ISO 14001. Voilà, c'est un petit peu similaire c'est ça qu'on appelle un système de management, que ce soit pour l'environnement, donc la consommation des ressources et les effluents, ou la gestion des produits chimiques également. Donc il faudra aussi avoir un système de management chimique. Il faudra également faire une veille sur les méthodes, les meilleures technologies disponibles, les MTD comme on appelle, et puis faire une communication interne aux employés et externe à l'entreprise. Voilà. Pour résumer tout ce qui va être demandé dans le futur décret français qu'on attend donc pour cette année en principe, sachant qu'avant il y a une étape concernant l'amendement de cette directive dont je vous parlais. Là aussi, il y a un groupe Euratex qui essaye de faire du lobbying pour éviter l'impact trop élevé sur les entreprises. Donc, voilà, ils ont affaire à un député européen qui peut faire des amendements au niveau du Parlement européen. Voilà, donc on attend ce futur décret français qui sera peut-être sorti d'ici la fin de l'année. Donc, il y a encore un peu de temps, mais malgré tout, il faut se préparer à tout ça. Donc, les entreprises peuvent déjà s'y préparer, notamment pour ce qui concerne les effluents aériens. Hein. Il y a souvent pas grand-chose dans les entreprises, enfin, pas toujours du moins. Donc, nous, on peut vous aider en tant qu'IFTH à faire des diagnostics, hein, à faire
à mettre en place un système de management environnemental ou chimique, par exemple, aussi. Vous expliquer comment le faire, au moins. Et puis, bon, il y a certains labels dans le Cotex, le panel Cotex, qui sont adaptés à ça, justement. Et c'est ce dont on va vous parler maintenant. Voilà, j'ai terminé. Ouais. Je passe Alors, la main. je prends la main. Alors, moi, j'ai plus. Est-ce que tu as la demande, Eva? Parce que je vois pas du tout. Non. J'ai plus le. Je sais pas si c'est que moi, mais j'ai plus le. J'ai plus le visuel non plus, moi, Carole. Je pense que tu as dû arrêter le partage. C'est pareil pour moi aussi, Eva. Ah. Yes, nickel, c'est bon. Oui, donc on voulait profiter de cette présentation pour aborder en fait les labels textiles, qui sont finalement en fait des outils pour essayer de contrôler et de mettre en place tous les éléments qu'a pu aborder avec vous Denis. Donc, tu peux y aller, Carole. Donc, les labels textiles, il en existe vraiment beaucoup. Et je pense que si vous travaillez dans le secteur, vous devez en connaître certains qui sont affichés là. Et donc, il y a des labels qui sont plutôt spécialisés sur le social. Il y en a d'autres qui sont plutôt sur l'environnement. Et on a aussi des labels qui sont plutôt des labels produits, donc qui visent à réduire finalement l'impact du produit sur l'environnement. Ou des labels qui sont plutôt sur le process, donc qui visent tout simplement à réduire l'impact du process de fabrication sur l'environnement. Donc, dans tous ces labels, on vous a sélectionné 5 qui sont parmi les plus connus et ou les plus robustes. Donc, le premier, c'est GRS, qui est un label privé et qui est surtout basé sur le produit, puisque son objectif, c'est finalement de promouvoir les articles contenant des fibres recyclées, donc qui contiennent avec un minimum de 20% des fibres recyclées. C'est un label qui est possible uniquement pour les articles contenant des fibres recyclées. Et dans les critères GRS, on a aussi un peu de critères liés au process, notamment au niveau environnemental et social, et également sur l'interdiction et la restriction de quelques substances chimiques, mais en intrants, donc ils ne traitent pas les substances présentes dans le produit final. Ensuite, on a GOTS, donc il y a un label privé également et qui permet une certification si votre produit contient plus de 70% de fibres bio. Là, c'est un label qui est uniquement envisageable si votre produit est composé de fibres biologiques. On a également des critères environnementaux et sociaux, notamment sur la gestion environnementale et sociale des lieux de fabrication. Et donc ça c'est on a un peu de process en fait finalement dans ce label, même si c'est un label qui est majoritairement produit. Et au niveau des substances, on a également quelques restrictions et interdictions au niveau des intrants. Ensuite, on a BlueSign, donc qui est également un label privé et dont l'objectif en fait du label, c'est de réduire l'impact global des textiles. Il s'adresse en majorité aux fabricants, aux confectionneurs en fait, aux sous-traitants aussi de produits chimiques et aux marques. Donc ce label, il fait focus principalement sur l'utilisation des ressources, donc sur l'environnement, donc avec un peu les substances. Il se concentre en fait essentiellement sur la gestion des intrants chimiques là aussi, et un peu sur le social. Et ensuite, on a du coup l'écolabel européen, qui lui est un label écologique officiel, donc qui a été créé par la Commission européenne. Il répond en fait à une norme, donc c'est l'ISO 14024. Et l'objet ici, c'est vraiment la réduction des impacts environnementaux sur tout le cycle de vie du produit. Donc, il va prendre vraiment l'ensemble du cycle de vie du produit. Et avec pour objectif vraiment d'aider les consommateurs européens à repérer les produits les plus respectueux de l'environnement pour pouvoir faire des bons choix. Donc, on est aussi sur des critères environnementaux en majorité, mais on a aussi, ça englobe un peu le social également. Et au niveau des substances chimiques, on a également des interdictions et des restrictions de substances dangereuses pour l'environnement ou pour la santé. Et ce label finalement porte aussi sur les procédés de fabrication.
Et pour finir, on a les labels Ecotex, donc qui sont multiples et qui permettent de certifier aussi bien des produits avec des fibres bio, avec des produits avec des fibres recyclées, ou bien des produits avec du cuir, et qui permettent d'avoir une démarche en fait complète au niveau du process et au niveau du produit, avec des critères environnementaux, sociaux ou des critères sur les substances chimiques. Mais je vais laisser plutôt Richard vous parler de l'offre Ecotex. Merci beaucoup, Eva. Alors, je vérifie que tout fonctionne au niveau de la prise de... Donc, je pense que, comme vous l'expliquez mes trois collègues, vous avez bien identifié que la thématique chimique est une thématique centrale et vraiment incontournable pour l'entreprise, pour les acteurs de la mode, du textile et de l'habillement, que ce soit au niveau des ambiances professionnelles, que ce soit au niveau des rejets, ou que ce soit au niveau des résidus qu'on peut retrouver sur les articles. Donc le cadre réglementaire, on vous l'a expliqué, il s'est renforcé, mais je dirais qu'il faut aussi prendre en compte le marché au travers d'un consommateur qui est de plus en plus averti, des agences sanitaires qui sont de plus en plus exigeantes et des ONG qui sont aussi omniprésentes. Greenpeace, je crois que ces dernières semaines a encore, je dirais, publié des résultats par rapport à des enquêtes sur le textile, que ce soit les problématiques environnementales des substances. Donc on est vraiment sur quelque chose de central. La chimie, c'est passionnant, c'est peut-être pas très glamour, mais il faut être quand même attentif et il faut bien intégrer ça dans sa politique d'entreprise. Donc l'idée, c'est de vous présenter très brièvement l'offre Ecotex. Je ne veux pas du tout rentrer dans le détail. C'est juste pour vous situer que Ecotex, comme IFTH, donc on a vraiment une approche qui est intégrée sur cette partie chimique. Elle concerne à la fois le produit, à la fois le process. Et c'est ce que je vais vous rappeler au travers de ma présentation. Donc les missions d'Ecotex et d'IFTH, elles sont communes, hein, c'est-à-dire dans cette thématique-là, notre objectif principal, c'est de vous amener, on va dire, à prendre le maximum de décisions responsables sur la thématique de la responsabilité et du développement durable. Et l'originalité de Cotex, on va dire, l'exigence de Cotex nous amène à vraiment une approche intégrée et globale qui doit s'adapter aussi bien aux producteurs, aux transformateurs qu'aux marques et aux donneurs d'ordre. Alors, si on reprend un schéma, on va dire, traditionnel d'une industrie, donc là, vous avez une image d'une industrie avec des entrants et des sortants. Donc, comment Ecotex, on va dire, va appréhender cette problématique chimique? Eh bien, dans un premier temps, comme nous l'a expliqué Denis tout à l'heure, le label STEP, Sustainable Textile Production, qui s'applique aussi bien à l'entreprise textile, cuir, que assimilé faisant du plastique, par exemple. L'idée, là, au niveau de l'entreprise, c'est de certifier l'unité de fabrication au travers d'une approche holistique qui intègre le management et l'amélioration continue pour le social, la qualité, la sécurité, l'environnement et les produits chimiques. C'est vraiment un tout en un. C'est pas simplement le social, c'est pas simplement la qualité, c'est pas simplement la sécurité, les produits chimiques. C'est vraiment une approche globale basée sur un questionnaire très documenté et sur un audit très poussé par des experts Ecotex avec des exigences Ecotex qui sont imposées en plus des grands classiques du management comme l'ISO 14001 où vous fixez vos objectifs. Là, Ecotex, en plus de tout cela, vous impose aussi des niveaux de performance à atteindre. Donc ça, c'est le premier niveau. Donc on est au niveau de l'unité de fabrication. Et dans cette unité de fabrication, la partie chimique, la partie chimique est, décidément, on va la voir, assez discret avec la souris. Au niveau de l'éco-passeport, là, on est sur un label produit qui permet de quantifier les produits, enfin de les qualifier, pardon, par rapport à la qualité chimique du produit, par rapport aux substances dangereuses, et permettre à l'utilisateur d'avoir un niveau de qualité qui sera compatible avec sa politique RSE et avec ses rejets et éventuellement les substances résiduelles sur article. Donc ça, c'est le premier niveau. Donc c'est basé sur du test et de l'audit. Deuxième possibilité, au niveau du Cotex, c'est tout ce qui va concerner la partie standard 100, c'est-à-dire concernant les produits textiles, plastiques, métalliques, etc., qui seront testés chimiquement par rapport au cahier des charges de Cotex, avec pratiquement 300 substances au catalogue, et qui pourra s'appliquer aussi bien sur les entrants, les accessoires, les composants, que sur les produits finis, et que ce soit des produits cuir aussi, bien évidemment, puisque le laser standard a été créé il y a à peu près 2 ans, je crois bien, et avec un mode de fonctionnement similaire à l'Ecotex standard 100, des tests et un audit.
Le dernier né de Cotex, c'est celui sur lequel, on va dire, on fonde de grands espoirs par rapport aux attentes du marché, c'est le Made in Green. Alors c'est vrai qu'au niveau marketing, le nom est assez parlant, il sonne bien. Ben, le Made in Green, c'est là aussi un label produit qui permet donc un étiquetage produit basé sur une garantie standard 100, c'est-à-dire les substances chimiques ont été testées sur l'article, et vous pouvez justifier que l'article, dans sa chaîne de valeur, a été fabriqué dans des unités certifiées STEP. Comme disait Denis tout à l'heure, on est vraiment sur un outil qui permet la performance, l'amélioration continue et qui permet à l'entreprise de se positionner avec un haut niveau de qualité et de performance. Très rapidement, au niveau des marques et des donneurs d'ordre, donc tout ça, bien évidemment, ça les concerne, soit directement, soit indirectement. Et là, il y a un nouveau produit qui va être opérationnel courant de cette année, qui s'appelle Responsible Business et qui est là plutôt sur le devoir de vigilance par rapport à la supply chain en termes d'impact et de performance environnementale et sociale. Donc ça, je pense qu'on vous fera une présentation dans le cadre de nos clubs Cotex ou dans le cadre de nos rendez-vous un peu plus tard. Pour l'instant, c'est prématuré parce que c'est tout juste publié. Les grandes idées donc, à retenir au niveau des labels Cotex, donc sur les labels produits, le standard 100. Comme l'a dit Eva tout à l'heure, bien retenir que le coton biologique, c'est aussi certifiable dans le cadre du standard 100, de la même manière, avec des prérogatives spécifiques au coton bio en termes de traçabilité et en termes d'OGM, par exemple. Les produits recyclés, bien évidemment, sont aussi pris en compte dans le cadre de Cotex. Et là, on n'est pas simplement limité par des matières comme sur du coton, etc. On a vraiment un spectre très, très large sur la partie composition et produits certifiables. L'éco-passeport, bon là, les grands classiques pour avoir donc les exigences ZDHC niveau 1, 2 ou 3, en fonction de la certification. Et puis le Made in Green, quelque chose à souligner, donc c'est que l'éco-organisme Refashion, hein, qui a été identifié et reconduit pour tout ce qui est valorisation des textiles et produits assimilés, permettra donc aux produits qui seront estampillés d'un label Made in Green d'avoir une aide par rapport, enfin une prime par rapport à l'éco-contribution dont ils seront redevables. Donc STEP, comme c'est peut-être un petit peu nouveau pour vous et pour terminer, vraiment on est sur une approche, donc comme je l'ai dit, holistique, qui est vraiment basée sur un questionnaire très fourni, qui doit être documenté, et sur un audit très ciblé avec des exigences traditionnelles des systèmes de management traditionnels, plus ce que Cotex impose en termes de niveau de performance et de niveau de qualité attendu. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est Cotex a mis au point, donc avec Cantis, un calculateur pour tout ce qui est impact carbone et l'empreinte carbone et l'empreinte au niveau de la consommation d'eau. Donc ça, à l'heure où on se parle, c'est intégré, c'est optionnel dans le système STEP. Donc c'est un outil qui peut être mis à disposition des clients STEP. Là où Cotex est en train de réfléchir, possiblement à l'utilisation en dehors de cette possibilité-là. Pour l'instant, ce n'est pas encore tranché. Une chose est sûre, les clients STEP peuvent bénéficier de cet outil en tant qu'outil de performance ou bien pour la certification. Voilà, moi je crois que j'ai terminé. Je vérifie si je n'ai pas oublié quelque chose. Non. Je pense que c'est tout bon de mon côté. Je rends la parole donc à Nadège. Merci à tous les quatre. Timing parfait. Donc, vous l'avez bien compris, hein, pour les habitués aussi, nous sommes sur un format de présentation qui se veut en tout cas court, concis et vraiment essayer d'aller à l'essentiel. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers voilà, toutes les personnes qui sont présentes, tous nos experts, tous nos consultants, si vous voulez approfondir quelques sujets. Alors, je vois qu'il y a eu quelques questions. Je vous propose que nous les étudions ensemble. Alors, je pense que la première question était pour Carole. Alors, quelle était la taille des entreprises applicables? Et c'était sur la slide numéro 5, donc pour la stratégie de l'UE. Carole, si tu veux reprendre la parole. Oui, alors par contre, j'ai perdu tout accès à ma souris à cause du partage. Richard, si tu peux. Richard, il va falloir que tu te déconnectes. Voilà, merci. Voilà, merci. J'ai retrouvé l'usage de ma souris. Voilà. Voilà. Alors, donc, il s'agissait y a-t-il un lien entre l'article 13 de la loi AGEC, c'est ça la question? C'est sur Alors, il y avait une question avant sur la taille des entreprises applicables. Alors, comme c'était en lien direct avec une slide, d'accord. C'était la 4 ou la 5. Je l'ai noté à ce moment-là. D'accord, très bien. Madame Rousselet, si vous voulez préciser votre question, n'hésitez pas à prendre la parole.
si vous êtes encore En connecté. fait, effectivement, c'est le palier d'entreprise. L'obligation d'informer, de sensibiliser le consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales de vos produits s'applique à vous aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2023, si vous avez un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et si vous êtes metteur sur le marché français d'au moins 25 000 unités produites. Voilà. Le chiffre d'affaires de 50 millions d'euros s'applique aux produits que vous mettez sur le marché qui sont couverts par une REP, donc qui sont concernés, on va dire, par la responsabilité élargie du producteur. Donc, en fonction, voilà, de si vous mettez sur le marché, par exemple, des vêtements, des jouets, de l'ameublement, eh bien, vous pouvez peut-être atteindre ces 50 millions d'euros au travers des jouets, de l'ameublement et des textiles qui sont couverts par une filière REP. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question sur la taille des entreprises concernées. Il y a un palier d'entreprises. La loi AGEC prévoit, le décret relatif à l'article 13 de la loi AGEC prévoit des paliers d'entreprises pour cette fiche produit. Cette fiche produit s'appliquerait à partir du 1er janvier 2024 aux entreprises qui font 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui mettent sur le marché de mémoire au moins, je crois que c'était 10 000. 10 000, merci Eva. Au moins 10 000 unités produits. Voilà. Ensuite, y a-t-il un lien entre l'article 13 de la loi AGEC obligeant les produits textiles et d'ameublement de faire état de la présence de substances dangereuses et la certification Ecotex? Alors, il n'y a pas de lien direct, c'est simplement la loi AGEC. Aujourd'hui, si vous êtes concerné par cette fiche produit, vous devez communiquer sur les substances dangereuses potentiellement présentes dans vos produits. La différence avant cette fiche produit, par rapport à REACH, le producteur communiquait sur les substances extrêmement préoccupantes présentes dans son produit sur demande, c'est-à-dire le consommateur lui faisait la demande et dans ce cas-là, le producteur l'informait sur des substances préoccupantes. Là, aujourd'hui, c'est différent. Vous devez par défaut communiquer sur les éventuelles présences de substances extrêmement préoccupantes dans vos produits et les substances dangereuses au sens d'une liste qui pourrait être publiée par l'ANSES. Donc, si vous voulez, la loi ne fait pas forcément de lien avec le label Ecotex, mais le label Ecotex, les labels Ecotex peuvent vous permettre, en fait, en partie de répondre à peut-être des solutions, des outils pour répondre, pour vous garantir qu'il n'y a pas de substances dangereuses ou hautement préoccupantes dans vos produits. C'est un des outils qui peuvent vous aider dans cette démarche. Alors, en d'autres termes, le fait d'être labellisé Ecotex vous permet-il de répondre non à la question de la substance dangereuse selon la loi AGEC? Alors là, malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse répondre non, mais vas-y, Richard, si tu veux ajouter quelque chose. Pour moi, les labels Ecotex, ce sont des outils dans votre démarche qualité pour vous garantir, en fait, pour vous sécuriser le fait qu'il n'y a pas de substance dangereuse, mais ce n'est pas forcément suffisant. Enfin, voilà, ça peut être compliqué. Voilà, oui, non, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Carole. C'était juste pour ajouter qu'effectivement, dans la logique Ecotex qui a été précurseur sur cette thématique, le règlement REACH, par exemple, qui est un règlement incontournable au niveau européen, tout ce qui concerne les restrictions de l'annexe 17 qui concerne le textile sont appliquées dans le cadre du standard Ecotex 100. Et pour les substances hautement préoccupantes, je vous rappelle qu'on doit simplement, la liste des SVHC de la liste candidate, on doit lister ces substances au niveau de la communication, mais par contre, on peut les utiliser en disant qu'on en a, par exemple. Et dans ce cadre-là aussi, Ecotex les anticipe. Donc, on est vraiment sur une gestion anticipée au niveau d'Ecotex, c'est-à-dire pour avoir toute la conformité réglementaire. Et après, j'ajouterai un dernier point qui me paraît important, c'est ne pas négliger dans votre contrôle qualité aujourd'hui d'associer des tests chimiques, parce que vous êtes pour la plupart du temps sur des garanties de fournisseurs et sur des choses qui se transitent un peu par différents pays. Il est important d'avoir les garanties Ecotex standard 100, mais par contre, de temps en temps, sur des tests aléatoires, de faire un contrôle qualité chimique. À tous les deux. Alors après, les questions vont plutôt s'adresser à Denis, visiblement. Concernant les critères d'éligibilité du BREF, seules les entreprises situées en Europe sont concernées, point d'interrogation. Question. Oui, bien sûr, hein, puisque je vous ai dit, ça s'inscrit dans le cadre d'une directive européenne, donc ça s'applique
uniquement à l'Europe, hein, comme REACH, comme dans tous les règlements européens. Sauf que REACH, en fait, comme ça s'applique aux produits qui rentrent sur le marché européen, ça s'applique indirectement aux producteurs hors Europe, alors que le BREF, il concerne les entreprises qui sont sur le territoire européen. Voilà. Donc ensuite, les critères du BREF, si nous sommes uniquement confectionneurs, là, nous devons nous assurer que nos fournisseurs respectent bien ces critères. Non. La réponse est non, puisque en fait, c'est chaque industriel qui est responsable de ses effluents. Ça peut faire partie de la politique de l'entreprise de vérifier la conformité de ses fournisseurs aux différentes réglementations, pourquoi pas, mais ce n'est pas une obligation du tout. Voilà. Donc ensuite... Toujours pour toi. Est-ce que les arrêtés préfectoraux... Alors, donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le BREF, enfin, la directive et le BREF s'associer, donc s'applique aux entreprises ayant une capacité de traitement de plus de 10 tonnes par jour, 10 tonnes de textile par jour. Donc pour les autres, les réglementations existantes restent en vigueur. Vous voyez, donc toutes les réglementations pour les arrêtés préfectoraux, etc., a priori ne seront pas réactualisées, enfin, sauf, oui. Je ne sais pas, sauf peut-être pour les quelques entreprises concernées, il faudra peut-être réviser l'arrêté préfectoral. Je ne pense pas. Enfin bon, voilà, je ne suis pas certain de moi là. Mais bon, a priori, non. Des déclarations réglementaires à effectuer, ben, en fait, non, c'est comme pour les réglementations déjà en vigueur, c'est-à-dire qu'il y a l'obligation pour l'entreprise de les mesurer, hein, les rejets, et de les mettre à la disposition des DREAL, par exemple, qui peuvent les contrôler. Voilà. Mais ce n'est pas une déclaration à faire tous les ans, des choses comme ça. Par contre, je vous ai dit, dans le document bref, il est expliqué exactement comment faire ces mesures, selon quelles normes, quel type de test, et selon quel protocole également. Alors ensuite, est-ce que... Toujours pour toi, pour REACH. Garantir un produit certifié REACH ou si la vérité... Est-ce qu'il n'a pas besoin de remplir l'item substance dangereuse de l'article 13? Ça fait référence à AGEC, je suppose. Oui, c'est pour Carole aussi. Ouais, non, mais bon, je peux répondre. En fait, Carole a expliqué justement que les SVHC de REACH ne sont pas exhaustifs par rapport à dans AGEC. Hein. Dans AGEC, ça peut aller au-delà des SVHC de REACH. Donc, la conformité REACH ne garantit pas la conformité AGEC. Voilà, il peut y avoir pour l'instant, il n'y en a pas, a priori, hein, Carole me le confirmera, mais il peut y avoir des substances supplémentaires dans AGEC qui ne sont pas encore réglementées dans REACH. Voilà. Donc ensuite, ça c'est plutôt de l'Ecotex. Après, c'est Ecotex. Plutôt Richard, ouais. Une question très précise en plus. Ouais. Merci Denis. Oui, donc bonjour, nous avons de nombreux produits certifiés Ecotex. Donc j'imagine que quand vous parlez de certifié Ecotex, vous faites référence au standard 100. Donc en tous les cas, je le comprendrai comme ça. L'an passé, cette année, nous avons effectué des tests sur des produits certifiés. Nous avons eu la mauvaise surprise de trouver du formaldéhyde bien des limites recommandées. Sur d'autres de nos produits, le fournisseur ne sait pas l'expliquer. Comment peut-on se fier à la certification Ecotex? Sur quoi et comment est basée cette certification? Alors, ce qui est important déjà, c'est qu'il faut se rappeler que le standard 100 est un label produit, c'est-à-dire qu'il s'applique à certains produits et articles. Ce n'est pas forcément l'ensemble d'une production, donc ça c'est très important à vérifier avec votre fournisseur ou votre partenaire. D'autre part, donc Ecotex fait un certain nombre de contrôles chimiques annuels réguliers. Et bien évidemment, ce qui est annoncé à avoir un niveau de qualité doit l'être de manière réelle. Vous ne savez peut-être pas, mais dans le cadre de notre fonctionnement Ecotex, donc vous avez l'analyse technique de dossier, les tests chimiques, l'audit de traçabilité. Vous avez un 4e niveau de contrôle intégré dans ce système qualité Ecotex qui s'appelle les contrôles aléatoires, un peu comme le ferait la répression des fraudes. Ecotex fait des contrôles aléatoires en magasin sur des articles étiquetés et en usine lors des audits, pour vérifier la conformité de matière, si c'est en audit ou composant par exemple, ou un produit fini, quand il est annoncé certifié standard 100. Et si jamais il y a une non-conformité réglementaire, le certificat est retiré obligatoirement.
Et si c'est une non-conformité Ecotex, mais conforme à la réglementation, le client doit rendre des comptes et devra donc, à ses frais, faire l'objet d'investigations, de réaudits, etc. Sachez quand même que ça représente 25% de notre volume d'essais au total. Et donc, dans les frais de certification de la licence Ecotex sont compris ces contrôles aléatoires. C'est quand même pas négligeable parce que ça fait quand même entre 6 et 7 000 contrôles aléatoires par an et dans le monde. Donc, c'est pour ça que dans un système qualité qui fonctionne, vous avez Ecotex qui vous apporte le maximum de garanties, c'est un fait. Mais n'oubliez jamais que dans le contrôle qualité, s'il reste 10%, à votre charge en tant qu'acheteur et le vendeur, chacun doit avoir son rôle dans le système qualité pour faire des contrôles aléatoires. Donc, je ne saurais trop vous conseiller de faire des petits contrôles aléatoires sur des éléments sensibles comme le formaldéhyde et sur, par exemple, des productions ou un client stratégique de manière à bien vérifier, challenger un peu vos fournisseurs pour vérifier que tout est sous contrôle. Ecotex le vérifie très sérieusement et vous pouvez faire de manière ponctuelle. Richard, alors, tu as une petite notification sur l'image après. Hein, je ne sais pas si tu as vu, sur l'image que tu as pris pour. Mais je crois que c'est l'image qui est véhiculée par Ecotex, hein, sur l'image de l'industrie textile. Ouais, voilà. Donc, on leur demande d'apporter une touche un peu plus agréable. Exactement. C'est vrai que ça ne met pas en valeur les savoirs faire de notre propre industrie textile aujourd'hui et c'est important de le mettre, de le relever. Merci pour ce tour d'horizon. Y a-t-il des audits de contrôle? Je pense que tu es là pour le coup au niveau des labels Ecotex. Là, tu as répondu, Richard. Eva, est-ce que tu veux répondre sur les labels de façon plus générale si tu as sur les labels, de façon générale, ça va dépendre en fait du cahier des charges. Donc voilà, ça va dépendre du label. Très bien. Il faut aller voir à chaque fois dans le cahier des charges qui va être mis en place pour ces contrôles. Mais encore une fois, là, on est sur un format court d'information. On est aussi à votre disposition pour aller creuser un petit peu plus selon les labels que vous cherchez à découvrir. Donc, pour le CA, Carole avait répondu. Existe-t-il un support d'aide pour rétablir le dossier initial ou de réexamen du référentiel bref? Donc là, c'est pour Denis. J'ai déjà échangé avec Laurent Debar, mais non, mais je comprends pas bien sa question là. Mais bon, en fait, il n'y a pas de réexamen ou de. Il y aura peut-être une mise à jour du bref dans quelques années, mais pour l'instant, tout ce qui a été fait, tout le travail qui a été fait est définitif, quoi. C'est-à-dire, c'est établi au niveau européen. Ça se fera que peut-être dans 10 ans où on révisera le bref. Pour l'instant, il est figé. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Mais sinon, donc, on est en contact. Il pourra toujours m'envoyer un mail par la suite si on ne s'est pas bien compris. Pas de souci. Bonjour, si je suis fabricant de tissus, puis j'ai été certifié Ecotex standard 100 sans être pour autant certifié Ecotex Step, bien sûr. Oui, j'ajoute qu'effectivement, c'est complètement ça. C'est deux choses différentes. D'une part, la certification produit standard 100 sur les substances chimiques et la certification STEP sur l'unité de fabrication, un tissage par exemple, et notamment au travers du management de la qualité, de la sécurité, du social et de l'environnement. Donc les deux choses sont différentes, elles sont complémentaires, elles peuvent donner accès au Made in Green par exemple, mais bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Ecotex est un label privé et volontaire. Et c'est le client, bien sûr, qui choisit ce qu'il considère comme étant l'outil ou le label le plus adapté à son besoin. Alors après, il y a une question, je vous avoue que là, pour moi, ce n'est pas clair. Bonjour, c'est applicable pour le textile dédié au ménage. Est-ce aussi le cas pour le textile dédié aux professionnels? Alors, quel était le sujet? Parce que le label s'applique à tout type de textile. Il n'y a pas de... Voilà, les labels, le bref, c'est tous les fabricants, on va dire, qui fabriquent pour des textiles dédiés au ménage ou aux professionnels, ça s'applique de la même manière. Si la question est en relation avec la loi AGEC, effectivement, concernant la fiche qualité caractéristique environnementale, ça concerne les produits finaux, les produits, les vêtements, en fait, des produits finis, pas des tissus, les produits finis destinés aux consommateurs, au grand public, en fait, pas aux professionnels. Voilà.
pense que la question d'après sera pour toi aussi, Carole ou Eva. Pour vous, qui doit héberger les fiches dématérialisées relatives aux qualités et caractéristiques environnementales des produits, metteur sur le marché ou revendeur? L'étiquette incluant un QR code est-elle, selon vous, le meilleur moyen de mettre les informations à la disposition des consommateurs? Renvoi vers un site internet. Question ouverte. Alors, voilà. Là, on n'est plus sur la fiche qualité caractéristique environnementale, hein, on n'est pas tant sur les substances dangereuses. Mais, alors, la fiche, voilà. La fiche, elle est dématérialisée, effectivement. Qui l'héberge? C'est le metteur sur le marché. Après, un distributeur peut également l'héberger en plus que le metteur sur le marché, c'est possible. Mais à minima, c'est le metteur sur le marché. D'un QR code qui est présent sur le produit pour renvoyer sur cette fiche produit peut être un moyen utile. C'est un des moyens. C'est pas obligatoire. Ce qui est décrit dans le décret, c'est que cette fiche doit être facilement accessible. Elle doit être dématérialisée et facilement accessible pour le consommateur. Après, j'ai envie de dire, peu importe le moyen, vous avez une obligation de résultat, peu importe le moyen. Si vous voulez passer par un QR code, c'est une solution assez simple, effectivement, pour le consommateur. Il flash le QR code, il arrive sur la fiche qualité et caractéristiques environnementales. C'est très bien, mais vous pouvez également rendre l'accès à cette fiche en demandant de taper la référence du produit qui se trouve sur l'étiquette du vêtement, par exemple. Voilà, il y a d'autres moyens possibles. Je vais donc un petit peu plus loin. Nous avons Jean-Placide de la Fédération de la Maille qui confirme, hein, qui va complètement dans ce sens-là. Merci beaucoup pour ce commentaire qui complète. Je reviens juste un petit peu avant. Donc, qu'entendez-vous par capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour pour le bref? Oui, donc ça veut dire les entreprises qui produisent plus de 10 tonnes par jour de textiles traités, quoi. Peints par exemple, ou imprimés, meublés, etc. Voilà, c'est basé sur la production de textiles. Voilà, je pense que c'est suffisamment clair, je crois. Donc après, nous avons, pourriez-vous nous fournir le résumé du bref textile en français? Donc je pense que tu as ça sous la main, Denis. On pourra renvoyer le document. Je te l'ai donné déjà. Hein. Ça suffit, oui. Bon, je l'ai, d'accord. Alors, après, ok, merci, oui, standard son. Est-ce qu'il y a une liste de substances à contrôler par typologie de matière pour faire les contrôles Ocotext? Ocotext, pardon. Alors ça, je dirais que c'est, il y a une liste, non, il n'existe pas une liste de substances à contrôler, c'est-à-dire que dans le standard 100, le référentiel standard 100, vous avez la liste de toutes les substances qui sont dans le spectre du label. Après, bien évidemment, si vous prenez des pesticides, les pesticides ne seront pas à faire sur, par exemple, un polyester et les plastifiants ne seront pas à faire sur un coton écru, ou les colorants ne seront pas à faire sur un polyester écru, par exemple. Donc ça, effectivement, c'est assez compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de combinaisons possibles, évolutives. Donc, en fait, il n'y a pas de liste à proprement parler par rapport à ça. Non. Quelques questions. On va finir ce tour d'horizon de questions. Je n'ai pas compris la nuance de certificat. Alors, justement, est-ce que tu peux rappeler la différence entre le standard 100 sur le produit et pas la production qui est STEP? Exactement. Alors, donc je reprends. Le standard 100, c'est un label produit, c'est-à-dire qui s'attribue à un article avec un étiquetage produit, avec une communication possible. Et là, vous avez une communication possible, mais c'est basé sur des tests chimiques et un audit de traçabilité. Dans le cadre du STEP, on est sur une unité de fabrication. Donc là, on ne regarde pas le produit, mais on regarde la façon dont les mécanismes de production sont mis en place au travers des processus de management et d'amélioration continue. C'est un peu comme une ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, ISO 45000, etc. C'est un tout en un. Et il faut pouvoir démontrer à l'auditeur, et par rapport au cahier des charges STEP, que l'usine, l'unité de fabrication, donc de production, a bien mis en place un système de management avec une planification d'action, avec des indicateurs, avec l'implication de la direction, avec des documents, etc. etc. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Dans un cas, l'amélioration continue du management avec des grands process de management traditionnels. Et dans l'autre cas, on focalise sur les substances chimiques et sur le test chimique.
Alors, bien évidemment, dans STEP, vous avez les entrants, les produits chimiques que vous utilisez, mais en aucun cas, on fait des tests sur les articles textiles. Ça, c'est dans le cadre du standard 100. La STEP, c'est vraiment les processus de fabrication et de management. Si Denis veut rajouter quelque chose, voilà, sinon, je pense que vous avez la nuance. Non, c'est bon, vas-y. C'est encore pour toi par la suite. Alors, Ok, donc je continue. Le Codex Standard 100 n'interdit pas certaines substances dangereuses, mais les limites. Avec la loi AGEC, nous serons obligés de mentionner sur la fiche produit toutes les substances, même si elles sont dans les limites imposées par REACH. Alors, dans le cadre de Codex Standard 100, effectivement, comment dirais-je, les substances chimiques sont soit interdites, soit on met des valeurs limites qui sont jugées, on va dire, suffisamment faibles pour justifier une non-utilisation, juste qu'elles soient détectables au niveau analytique, au niveau de la chimie, mais elles sont tellement basses que ça veut dire que ce n'est pas une utilisation intentionnelle ou tout au moins importante. Et puis au niveau toxicologique, on vérifie effectivement qu'il n'y ait pas que les teneurs de substances en termes de concentration n'aient pas un effet allergisant, par exemple, ou toxique avéré. Donc là, on est vraiment sur des limites. Une interdiction, c'est des fois compliqué parce que de toute façon, pour l'interdire et pour la mesurer, il faut à un moment donné une analyse chimique. Et pour ce faire, il faut fixer une limite de quantification. Et c'est souvent cette limite de quantification qui fait office de valeur limite. oui, puis on peut dire que en fait, Cotex est souvent plus restrictif que REACH. Oui, bien évidemment, il y a plus de substances qu'il en est au niveau de REACH, bien évidemment. Et en plus, tu as raison de préciser, Carole, il y a aussi un nombre de substances plus important avec des valeurs limites qui sont plus draconiennes, notamment pour la classe BB et pour l'annexe 6 qui est censé, on va dire, coller avec les exigences de Greenpeace. Voilà. Et en plus, ça prend en compte les réglementations US et Chine. Hein. Exactement, voilà. oui. Donc, on n'est plus, voilà, le label Ecotex Standard 100, plus fort, encore, voilà, si je peux utiliser ce terme, en termes de substances et de limites que pourrait l'être finalement seulement REACH. Oui. Voilà. Alors, vraiment les toutes dernières questions. Alors, il y en a une où Jean-Placide de la Fédération de la Maille a répondu. Merci. Donc, super. Un grand merci, en tout cas. Ouais, merci, ça nous soulage un petit peu. Merci beaucoup. Et une pour toi, je pense, Carole, est-ce qu'il y a une fiche produit type? Alors, il n'y a pas de fiche produit type, c'est à la libre, voilà, la liberté de chacun de faire cette fiche produit. Si vous vous amusez à taper sous un moteur de recherche, fiche produit, qualité, caractéristiques environnementales produits, sur les qualités et caractéristiques environnementales, vous pouvez d'ores et déjà trouver quelques modèles. Certains vont faire vraiment une fiche par produit. D'autres ont trouvé la solution de faire un petit tableau Excel, où ils mettent en colonne toutes les exigences à compléter et en ligne tous les produits concernés. L'intérêt du petit tableau, c'est que ça permet de mettre aussi bien la fiche du produit lui-même, mais également la fiche de l'emballage, puisque je vous rappelle, effectivement, l'emballage est également concerné par cette fiche produit. Voilà. Les toutes dernières questions, après on va clôturer. Donc, précision, est-ce que toutes les réglementations US sont prises en compte? Donc là, c'est les deux pour Cotex. Le standard 100 Ecotex était pris en compte pour les USA. Donc ça, alors, première question de Charlotte X. Je vais gagner mon pari parce que chaque fois que Charlotte participe à un webinaire IFTA, je cite son nom. Donc voilà, donc j'ai encore gagné aujourd'hui. Excusez-moi pour cette plaisanterie. Donc, merci Charlotte pour cette précision. Toutes les réglementations, bien sûr. Alors, effectivement, Ecotex, c'est un label volontaire. Donc, c'est Ecotex qui définit ses règles. Et ces règles, elles se veulent le plus pragmatiques et le plus appliquées au marché. Bien évidemment, si par exemple il y a un espèce de consensus aux États-Unis ou dans de nombreux États sur une substance, ça remonte au niveau de Ecotex et c'est tranché en comité technique et en comité exécutif. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait une vision collégiale acceptée par Ecotex. Si par contre, ces réglementations sont trop ciblées ou sur un État ou sur une substance et qu'elles sont finalement un petit peu anecdotiques au niveau international, à ce moment-là, on se réserve le droit de l'accepter ou pas. Mais en tous les cas, s'il y a quelque chose d'important ou tout au moins qui
pourrait vous contrarier, ou tout au moins il y a des obligations particulières qu'on n'aurait pas eu connaissance, c'est important de les faire remonter à votre centre technique pour qu'on puisse œuvrer au niveau de Cotex dans les comités techniques pour poser le problème et dire voilà, qu'est-ce qu'on fait avec avantages, inconvénients. Le standard 100. Je voulais juste ajouter un truc, c'est bon, les réglementations USA, ça ne concerne pas que le cahier des charges. Il n'y a pas qu'un cahier des charges chimique. En fait, il y en a un surtout pour les vêtements pour enfants. Et pour les vêtements adultes, c'est plutôt un test-feu qui est à faire. Donc voilà, c'est pas tout, ça ne garantit pas la conformité à toutes les réglementations textiles, non. L'autre question, donc le standard 100 Cotex est-il pris en compte par les US, la douane? Ouais, je peux répondre aussi parce que donc je sais que je connais, enfin je sais qu'est-ce qui est demandé au niveau des douanes, mais il est demandé des rapports de test en fait pour les vêtements pour enfants, je répète, puisqu'il n'y a que là où il y a un cahier des charges chimiques. Donc les labels ne sont pas reconnus en tant que tels, quoi. C'est une bonne garantie de conformité, ça c'est sûr, pour le cahier des charges chimiques toujours. Mais ce n'est pas reconnu comme un test voilà, normalisé. J'ajouterais, Denis, oui, tout à fait. C'est notamment la question sur valable en Chine et aux USA. Vous savez que certains pays, et la Chine et les États-Unis en particulier, sont assez protectionnistes et définissent leurs règles un petit peu à leur sauce. Donc, c'est-à-dire que quand on dit que Cotex, on va dire, apporte des garanties par rapport à certaines normes GB pour la Chine et certaines exigences de la CPSIA, par exemple, pour les États-Unis, c'est le cas. Mais encore faut-il que les laboratoires américains acceptent le laboratoire tel qu'il est et n'impose pas que ce soit soit un laboratoire chinois qui revalide, soit un laboratoire américain qui revalide. Dans le cas des États-Unis, il n'y a que dans le cas du marché enfant où on a besoin d'un laboratoire certifié CPSIA, mais pas pour le marché adulte. Voilà, c'est juste une nuance. Super, merci. Je vais faire le gendarme, je vais arrêter tout le monde. Beaucoup de questions, beaucoup de passionnés qui répondent en face. Un grand merci, vous êtes encore nombreux à être connectés, donc ça veut dire que vraiment le sujet vous interpelle, vous intéresse, vous êtes concernés. Donc je pense qu'on aura l'occasion lors des prochains rendez-vous FTH de reparler de ces sujets-là et les avancées qu'il y aura eu à date. Là, la prochaine date, c'est le 2 mars. Donc, on va vous tenir assez rapidement au courant de la thématique qui sera abordée. Je vais encore une fois vous remercier, vous souhaiter une bonne soirée. Peut-être que nous rencontrerons certains d'entre vous sur Première Vision la semaine prochaine, puisque c'est quand même le gros salon là, qui arrive pour nous. Merci encore. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. Donc, vous avez l'adresse générique, c'est commercial@fth.org. Mais après, bien évidemment, vos questions, selon leur nature, seront renvoyées vers les personnes les plus compétentes chez nous. Vous en avez 4 en face de vous. Et puis, merci à Nadège, l'ingénieur du son, l'ingénieur de l'image, qui a donc œuvré pour la bonne réussite. L'ingénieur du son, elle vous parle de PV parce qu'elle connaît bien PV en ce moment. Je ne sais pas si l'ingénieur du son, elle a été très efficace. En tout cas, un grand merci. Merci. Une belle soirée, puis à une prochaine fois. Merci à tous. Merci. À bientôt.